Merci de votre présence. Nous reprenons le cycle Repères et perspectives. Cette année, nous avons donné un tour particulier. C'est sur l'audace. Vous avez remarqué qu'il y a une faute, n'est-ce pas, juste derrière moi. Oser, ça prend souvent un R, mais pas un Z. Mais on s'est rendu compte que finalement, cette faute était, pour me faire plaisir, comme j'aime beaucoup l'espagnol, pour oser, il faut être comme un renard, n'est-ce pas, qui se traduit en espagnol par el zorro, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup d'avoir fait cette faute qui nous rappelle que la ruse, ça fait aussi partie de l'intelligence et de l'audace. Je remercie particulièrement Arnaud de la Fouchardière qui ne remplace pas, mais qui est présent à notre appel au pied levé parce que Viviane de Beaufort, cette pauvre dame, est au fond de son lit pour des raisons de grippe saisonnière. Et puis, j'accueille Patrice Franceschi. Merci beaucoup. Questo credo che la pronunciazione. Va bene. Lo ringrazio molto. Je remercie beaucoup Patrice Franceschi, qui est aventurier et écrivain. Nous en découvrirons un peu plus, puisque c'est sur le chemin de l'aventure qui nous mène avec Étienne Villemain, fondateur de Lazare, que je remercie beaucoup. On ne sera pas à Béthanie ce soir, mais quoi qu'il advienne, on est tous un peu pauvres en matière d'action parce qu'il y a quand même une trouille assez latente parfois quand il faut un peu oser l'aventure, avec Z ou sans Z. Je remercie aussi nos partenaires, la ville de Boulogne, qui nous accueille dans une salle renouvelée, ainsi que la Fondation Sainte-Geneviève, qui nous aide particulièrement. Je salue son responsable, Marc Flurin, que je remercie. Parce qu'il croit en des choses plus grandes que lui, Don Quichotte me touchera toujours par sa sincérité absolue et la gratuité de ses actes. Il me semble que, sans un peu de folie, il est impossible de sauter hors des rails de la vie pour déchiffrer des chemins nouveaux, écrit Patrice Franceschi dans De l'esprit d'aventure, qui est avec nous ce soir. Alors, bienvenue dans cette table ronde. Nous allons ensemble relever le défi. Nous allons oser l'aventure dans nos vies pendant 7h30. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Mathilde Binot. J'ai fondé la Saga des Audacieux, qui est un site internet consacré au leadership et qui met en avant la vision des décideurs sur l'audace. L'audace qui sera, comme l'aventure, au rendez-vous ce soir. Nous allons pouvoir échanger avec nos intervenants, mais vous également, vous allez pouvoir interagir. On vous a distribué à l'entrée des petits papiers. Vous allez pouvoir dès à présent écrire vos questions. Et puis, Paul-Édouard et Ludovic passeront dans les rangs pour répondre à vos questions. On va vous présenter nos intervenants, nos trois. Il est mieux ? Ah oui. Bon, merci. Arnaud de la Fouchardière, qui est entrepreneur récidiviste entre Paris, Bordeaux, en passant par San Francisco, qui a fondé une entreprise de robotique viticole, Vitirover, et qui a cette soif d'avancer. Il pourra nous en reparler ce soir. Également avec nous aussi Étienne Villemain, qui a fondé une association, l'association Lazare, qui fait des colocations où chaque logement est constitué à la fois de personnes qui ont vécu dans la rue et également de jeunes actifs bénévoles. Retour en arrière, il y a 11 ou 12 ans maintenant, Étienne Villemain s'est installé avec 3 SDF. Ça a été une rencontre importante, on pourra y revenir. Son audace, c'est de se lancer dans des nouveaux chantiers et d'avoir pris des engagements, m'a-t-il dit, pour préparer cette table ronde au téléphone, comme celui d'avoir épousé sa femme Raphaël. Et puis... C'est de l'audace. Patrice Franceschi, merci, on apprend, merci. Alors, qui est aventurier, écrivain, aviateur et marin, l'aventure et l'écriture de modes de vie dont les liens sont légion et qui ont en commun tous les deux cette quête d'aller vers d'autres possibles,
vers d'autres univers. Alors, pour débuter, nous allons vous interroger justement sur la vision de l'audace que vous avez. Pour vous, qu'est-ce que l'audace aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut devenir audacieux et si oui, comment? Étienne, si vous voulez commencer. Alors, j'explique. Il y a 12 ans, je suis touché par une parole de Mère Teresa. Il y a une sœur, je faisais une retraite, j'avais pas trop la pêche, et une sœur nous dit, allez devant l'autel, prenez dans la corbeille un petit papier avec le nom d'un saint. C'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc foireux? Mais je me suis quand même levé, et au moment où je me suis levé, j'ai une parole dans le cœur, si c'est Mère Teresa, tu te mets en colocation avec des personnes de la rue. Et 3 jours plus tard, j'étais avec 3 SDF dans un appartement, et on était 3 jeunes volontaires, et puis on a commencé à vivre ensemble une vie toute simple, et aujourd'hui on est à peu près 300 en France, à vivre dans des petits appartements, comme on le disait, et puis ça se développe dans d'autres pays. L'audace, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est de dire oui. C'est de répondre à notre vocation profonde. Là où... Alors moi, je le dis avec ma vision de chrétien, peut-être qu'ici, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, et pardon si je vous choque, mais pour moi, c'est de répondre à notre vocation, de faire la volonté profonde de Dieu, parce que je crois que Dieu n'est pas un salaud. Dieu veut notre bonheur, et donc, je crois que l'audace, c'est de répondre et de dire oui, de dire banco, j'y vais. Et vous voyez, ce qui était surprenant dans cette petite histoire, c'est que je reçois ce mot de Mère Teresa, et donc le lendemain, j'appelle un copain, et 3 jours plus tard, j'étais vraiment avec des personnes de la rue. Et je n'y connaissais absolument rien. Et les gens... Il y a un type qui m'a dit cette parole qui m'a amusé, il m'a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je crois en fait que le Seigneur nous lance des défis impossibles et c'est à nous d'y aller et de le faire. Merci beaucoup. Arnaud, si vous voulez. Merci. C'est vrai que l'audace, c'est un peu d'être ici pour moi ce soir, puisqu'on m'a appelé à 8h15 en me disant de venir au débeauté remplacer quelqu'un. Donc je suis heureux. J'ai toujours eu l'impression pendant toute ma vie de manquer d'audace. Eh bien ce soir, je tenais un fil que j'ai tiré et je suis ici pour vous parler d'audace. Donc pour moi, l'audace, c'est peut-être de se lancer dans un chemin en étant persuadé que ça allait être difficile, mais et en étant au fond de soi convaincu qu'on allait trouver les moyens de se sortir de toutes les difficultés de terrain. Et finalement, ma vie d'entrepreneur récidiviste, de serial entrepreneur comme ils disent, a consisté à avancer dans ma vie professionnelle en étant en permanence responsable de mes enjeux, de mon destin, de mon entreprise, en étant... voilà, je n'ai jamais envoyé de curriculum vitae, j'ai toujours créé les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et au fond, je me suis rendu compte que eh bien, ça présentait beaucoup d'avantages, et en particulier, ça permet certainement d'être plus déterminant pour ce qui est du bonheur de son environnement. Finalement, être entrepreneur et avoir l'audace de se lancer comme entrepreneur, eh bien, c'est décider qu'on va pouvoir avoir une influence sur le monde, qu'on va être capable de recruter un certain nombre de gens, qu'un certain nombre de gens et donc de familles vont dépendre de vous, et encore une fois, d'avoir la certitude qu'on trouvera le moyen de trouver l'argent chaque mois pour les payer, de trouver les idées pour faire virer l'entreprise, souvent à 180 degrés, et puis qu'on arrivera à construire la réussite. J'ai dû créer une vingtaine d'entreprises dans ma vie, donc j'ai eu un certain nombre de succès et aussi un certain nombre d'échecs. Je ne sais plus qui disait que chaque échec est un diplôme. Eh bien, au fond, redémarrer après un échec, recréer une nouvelle entreprise, c'est aussi une occasion d'être audacieux, c'est aussi une occasion de se remettre en cause, de redémarrer sa vie professionnelle en mettant 100% des éléments entre ses propres mains.
toujours difficile d'arriver le dernier, on se dit que tout a été dit. Mais ce qui me frappe, c'est que pour moi, le mot audace doit être lié à celui de courage, par exemple, et sont pour moi des mots absolument neutres. Je dis bien neutres. Ils n'ont aucune valeur, comme on dit en philosophie axiologique, tout simplement parce que je rentre d'un endroit où j'ai vu beaucoup de gens audacieux, dans le très mauvais sens du terme. Je rentre de Raqqa, au Kurdistan syrien, où j'ai passé quelques mois, aux côtés des Kurdes, auprès de qui je suis très engagé, et en face de nous, on avait des gens extrêmement audacieux. Les djihadistes de Daesh sont des gens extrêmement audacieux, extrêmement courageux. C'est comme ça. Et ça m'a démontré une fois de plus, les Kurdes l'étant tout autant, que c'est un mot qui ne porte pas en lui-même une valeur. Tout dépend de ce que l'on fait de son audace. Ça, c'est le premier point qui me frappe. Donc quelqu'un d'audacieux, pour moi, n'est pas quelqu'un de méritant ou d'imméritant. Je demande quel type d'audace tu vas mettre en place et pourquoi faire. Et c'est le but, le telos de cette audace qui m'intéresse. Et l'exemple de Raqqa en Syrie est pour moi emblématique de ça. Vous avez la gentillesse également de citer dans un de mes livres une petite citation sur l'audace que peut-être, ou la folie qu'avait Don Quichotte, personnage remarquable. Et j'ai envie de vous dire, dans un autre de mes livres, mais il faudrait peut-être que j'enlève ça, revenant, un livre s'appelle « Mourir pour Kobané », écrit il y a 2-3 ans, revenant là aussi, c'était de la bataille de Kobané, etc., et disant, comparant ce que je voyais là-bas et ici, disant « Nous sommes un peuple effrayé, dirigé par des gens effrayés ». Je ne le retire pas. Je ne le retire pas. Je ne le retire pas parce que c'est au fond l'air du temps, l'ambiance générale. Et dans l'audace dont on vient de parler, tout dépendant donc du but auquel elle s'applique, avec le courage nécessaire pour mener son audace jusqu'au bout, on est en train de parler de l'audace finalement dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer et de l'aventure que peut être l'entreprise. Dans une époque où, à mes yeux, et vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a une confusion générale et très grande des mots. Il faut mettre des mots sur les choses, mais il faut mettre les bons mots sur les bonnes choses. Et si ce n'est l'audace, du moins le mot aventure, je l'ai entendu depuis des années, utilisé tellement à tort et à travers sur tout ce qu'on veut. Le tourisme s'en est emparé, la télévision, Koh-Lanta, la grande aventure et tout ce qu'on veut. Et l'audace, il me semble, risque de courir le même risque. D'être dilué ? Pas dilué, d'être, comment dirais-je, appliqué au mauvais endroit pour de mauvaises choses. L'audace, le courage qui va avec et le but que l'on se donne pour cette audace doivent être mesurés aussi à l'aune du risque que l'on prend. C'est très facile certainement d'être audacieux pour, je ne sais pas, excusez-moi, venir à cette table. Et je ne dis pas que c'est pas audacieux, c'est audacieux. Mettre une jeune combattante kurde à Raqqa avec des djihadistes en face et avoir l'audace de se lancer à l'assaut, c'est un autre type d'audace qui, par rapport au risque de l'audace, mérite d'être pensé comme tel. Sinon, ça va être comme dans l'aventure, on va mettre l'audace pour tout. J'ai eu l'audace de me lever et de vous saluer, voilà. Bon. Non, il faut vraiment être sérieux, et je pense que l'audace, en tant que telle, de Danton à l'Assemblée, de l'audace, encore de l'audace, etc., doit être mesurée au risque auquel elle risque de mener. Vous avez raison de dire qu'une forme d'audace, c'est celui de décider d'être ce que l'on veut. Mais si décider d'être ce que l'on veut est dans la norme du moment, c'est pas très audacieux. Ça n'est jamais que se conformer finalement à quelque chose. Si c'est être par contre différent et de sauter hors des rails, là l'audace est importante parce qu'elle va avoir un coût. Il faut mesurer, à mon avis, l'audace au risque auquel il mène et au consentement du coût à payer que l'on a compris au moment où on est audacieux. Et la véritable audace pour moi, aujourd'hui, c'est la lucidité du monde dans lequel on vit, tel qu'il est, sans porter de jugement, de constater les faits, et d'avoir l'audace, quand on voit la montée de l'insignifiance et tous les défis que notre société doit relever, d'avoir l'audace de penser autrement. Et pour moi, un homme libre, c'est celui qui pense par lui-même, donc qui a l'audace de penser par lui-même, parce que c'est là que ça coûte le plus cher. Car en général, celui qui est audacieux à ce point-là, il est très seul et très isolé. Donc, pardon, pour l'audace, je pense qu'il faut la recadrer dans
dans cela. C'est un outil neutre. Quel est son but et quel prix on va avoir à payer? Et là, en fonction de ce but et du prix à payer, on peut dire voilà de la véritable audace, ou voilà un succédané d'audace, ou voilà encore un mot qui dérive, dont l'aspect sémantique ne voudra bientôt plus rien dire et qu'on mettra à toutes les sauces. Et c'est très important d'utiliser les mots aux bons endroits. Moi, les gens audacieux dans le sens de l'audace réelle, ça m'intéresse. Le reste de l'audace ou du courage ou de l'aventure mise finalement partout, je l'observe en tant qu'écrivain avec attention, je l'utilise dans mes romans, dans mes nouvelles, des choses comme ça, ou dans des essais, parce que les dérives d'aujourd'hui dans notre société vont aussi jusqu'à ces dérives sémantiques. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que le mot audace, surtout, n'a pas de valeur en lui-même, quoi. Alors justement, par rapport à l'ère du temps dont vous parliez, en quoi cet outil qu'est l'audace, ça permet d'avoir un autre regard, d'apporter une forme romanesque à notre société, au quotidien? Qu'est-ce que ça confère dans la manière dont on appréhende? Avant l'audace, il faut se fixer le but. Oui. Donc c'est un levier. Bien entendu. Puis après, vous avez un but qui va être conforme aux choses, mais pour lequel il faudra un certain type d'audace, parce que, bon, prenons un truc dans l'entreprise. Vous voulez être entrepreneur aujourd'hui. Des milliers de gens veulent être entrepreneurs. Donc l'audace, elle sera peut-être dans le type d'entreprise et le but qu'elle va se fixer, plutôt que dans le fait de vouloir être entrepreneur. C'est pas audacieux vouloir être entrepreneur. Je suis désolé. C'est pas une audace. Quel est le risque? Aucun. Ce qui m'intéresse, c'est quel type d'entreprise vous voulez faire. Et là, selon le type d'entreprise que vous voulez mener, sa difficulté, les risques que vous courez, vous êtes ou vous n'êtes pas audacieux. Voilà. Monsieur, je ne connaissais pas Lazare, etc. C'est beaucoup plus audacieux parce que c'est non conforme, c'est très différent que des entreprises, pas vous du tout, mais des entreprises qui seraient plus, vous sentez, qui seraient plus conformes aux choses. Et dans les risques, juste pour finir, il y a deux types de risques qui sont intéressants dans l'audace entrepreneuriale et autres. C'est le risque financier, celui dont on parle en général, et qui pour moi n'est pas très intéressant, parce qu'il y a des risques financiers dans tout finalement, et puis il y a les risques de ne pas être dans l'air du temps, de faire des choses différentes, d'être d'une certaine façon révolutionnaire dans ce que l'on fait. Et là se pose une autre question, dans les révolutions d'aujourd'hui, c'est la question de savoir si elles rendent l'homme meilleur ou pas, et les révolutions non pensées comme étant les progrès humains qu'elles apportent, et uniquement les progrès technologiques, sont une des maladies de notre société. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Juste un point par rapport à l'entreprise. Vous savez, le danger de tout ça, c'est que tout le monde soit d'accord. Alors, et à sa vision des choses sur l'audace. Je pense qu'il est des audacieux comme des héros. Au fond, ce sont des hommes de circonstances. C'est-à-dire que ce sont les circonstances qui font les audacieux, ce sont les circonstances qui font les héros. Si le héros qui se balade au bord de la rivière et voit une vieille dame qui tombe, passe son chemin ou plonge, c'est deux hommes différents. Et je pense que quand on est à Raqqa, confronté à Daesh, il est vrai que la forme d'audace qu'on a à mettre en œuvre est certainement plus intense, en tout cas différente de l'audace qu'on a à mettre en œuvre dans votre cas ou dans le cas d'un entrepreneur qui effectivement chaque jour remettra sa vie professionnelle et celle de ses employés entre ses propres mains. Donc je pense qu'il faut ne pas spécifier l'audace à des grandes audaces et qu'il peut y avoir différents niveaux d'engagement, de prise de risque qui doivent dépendre des circonstances dans lesquelles on vit. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. Je ne disais pas autre chose. Vous n'avez pas le monopole de l'audace, comme dirait je ne sais plus qui. Enfin bref, toujours est-il que moi, c'est un type que je trouve audacieux, c'est Louis, qui est venu chez nous. Louis, il a 25 ans de rue et il est vraiment dans une grande souffrance par son histoire, etc. Et le fait qu'il quitte la rue pour venir chez nous, c'est une audace incroyable, ou en tout cas c'est un courage incroyable, parce qu'il y a énormément d'angoisse à quitter la rue, parce que on se dit qu'on va avoir des règles, qu'on va être emmerdé, que machin, qu'il va falloir payer un loyer, etc., qu'il va falloir travailler. Et depuis, après 25 ans de rue, Louis, qui habite chez nous depuis quelques mois,
depuis 7 mois, travaille depuis 7 mois, et tous les matins, il se lève à 5 heures du matin. Et je pense que cet homme est sans doute plus audacieux que moi. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y a aucun intérêt à comparer l'audace. Lui, il est plus audacieux que lui. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, dire... Enfin, moi, ce que je trouve de beau, c'est la petite étincelle d'audace, en se disant, lui, il a fait un truc génial. Et je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, mais créer une entreprise, je trouve que c'est extrêmement audacieux, parce qu'on part de rien, d'une page blanche, et qu'il faut trouver des moyens, il faut trouver en permanence des solutions. Être entrepreneur, c'est 15 baffes pour une sucette, mais petit à petit, on y arrive. Et donc, je suis tout aussi admiratif du chef d'entreprise que de Louis, qui quitte la rue et qui vient nous rejoindre. Et justement... C'est là que je ne suis pas d'accord, parce que... C'est pas grave, c'était votre opinion. Non, mais vous avez raison sur un point, les degrés d'audace, bien sûr, voilà. Mais tout de même, encore une fois, selon l'endroit, le but auquel vous appliquez l'audace, elle est admirable ou elle ne l'est pas. C'est ça que je veux dire. C'est pas admirable qu'un gars qui a 25 ans de rue, mais qui s'est fait probablement violer, enfin qui s'est fait violer, qui a eu des atrocités que vous ne pouvez pas imaginer. Et ce type, à un moment, il prend la main qu'on lui tend et il se remet debout. Moi, je trouve que waouh. Je me dis, je ne sais pas si à sa place, j'aurais eu la résilience qu'il a eue et l'audace de dire banco, j'y vais, quoi. Mais le but en la matière est positif, et je parle simplement du nombre d'audacieux dans des buts négatifs. C'est ça que je veux dire au départ. Pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas mettre l'audace à toutes les sauces, comme elle risque de l'être, il faut distinguer les types d'audace et les degrés d'audace par rapport à ça, surtout par rapport au risque que ça correspond. Sinon, franchement, on va dire n'importe quoi. À un moment donné, ça sera à toutes les sauces, et tout est audacieux, et tout ce qu'on veut. Et tout sera positif. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a des degrés d'audace, il y a des audaces positives, des audaces négatives. Donc voilà, il n'y a pas d'admiration pour l'audace en tant que telle. Et je vais admirer votre gars parce qu'il a une audace positive, et puis un autre, il y en a beaucoup, je ne les admirerai pas pour les audaces qu'ils auront. C'est tout ce que je veux dire, parce que les mots ont un sens. Voilà. Et il ne faut pas les mettre à toutes les sauces et dire n'importe quoi. Je crois que l'audacieux avance, mais ne cherche pas à être admiré. Par définition, s'il cherche à être admiré, c'est déjà un degré moins important d'audace. L'audacieux avance, prend des risques, construit, mais en tout cas ne cherche pas à être admiré. Il y a d'autres moyens plus sûrs. Non, mais je me répète, je voulais dire qu'il y a des audacieux qui avancent pour détruire des choses comme ça. Donc ça qui est important. Quant aux audacieux, s'ils veulent se mettre en avant ou quoi, les lâches ne le font certainement pas. Mais la question de se mettre en avant pour un audacieux n'est pas très importante. En revanche, quand vous parlez des circonstances qui font les héros, c'est ce que vous avez dit, et l'audace des choses, oui et non. Je veux le relever parce que les circonstances permettent d'appliquer quelque chose qui peut-être a été pensé avant. Les audacieux qui m'intéressent moi le plus, avec le courage qui va derrière et le but positif qui doit aller derrière, ce sont ceux qui, à un moment donné de leur vie, car là je parle des audaces individuelles, il y a les audaces collectives aussi. Ce sont ceux qui savent qu'il faut faire un choix entre une carrière ou un destin. Faire un destin, c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, c'est choisir d'être soi-même, d'être ce que l'on est et d'avoir l'audace de prendre les risques pour cela. Choisir une carrière, c'est déjà, non pas de manquer d'audace, parce qu'il en faudra certainement dans la carrière qu'on aura choisie, mais c'est déjà ne pas choisir la voie du héros dont vous parlez. Ça veut dire qu'à aucun moment les circonstances nous permettront, ou très rarement, de sauter hors des rails pour sauter dans la rivière ou je ne sais pas quoi. Seul celui qui aura choisi d'avoir un destin plutôt qu'une carrière utilisera la circonstance pour faire ce que vous dites. C'est très important aussi parce que on ne devient pas, la question qui serait intéressante, c'est de savoir si l'audace est quelque chose de, pour garder le terme en tant que tel sans être porteur de valeur, si l'audace est quelque chose d'inné, est-ce qu'il y a des gens qui sont par nature audacieux, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert, ou est-ce qu'il y a un peu des deux, et est-ce qu'on l'acquiert au fur et à mesure d'une vie, de l'avancée, de l'expérience, etc., des exemples que l'on peut avoir autour de soi, ou est-ce qu'on l'acquiert jamais si on n'avait pas au départ? Ça, c'est une question très intéressante parce que, à mes yeux, comme le courage et le reste, parce que ça déterminera finalement
l'éthos d'une nation. Et là, ce qui m'intéresse moi aussi dans l'audace, c'est l'audace collective. Nous sommes dans des sociétés très atomisées, très individualistes, etc. Et pour lequel, souvent, l'audace est un moyen, quand on est un peu plus fort que les autres, de les dépasser et d'entrer mieux dans la concurrence entre les êtres humains. Et dans les audaces collectives, où, dans certains pays, dans certaines circonstances, dans notre histoire, à d'autres moments, il y avait la capacité à quelqu'un, généralement, à rassembler les audaces collectives pour faire de son pays ou d'une circonstance un destin. Et j'espère dans les questions et dans vos questions à vous et le débat qu'on va avoir derrière, c'est de dépasser cet aspect uniquement individuel de l'audace pour savoir si l'audace collective peut exister quand il y a la menace, par exemple, sur une nation, sur un pays, dans l'histoire, etc. Et moi, personnellement, les audaces collectives m'intéressent davantage que les audaces individuelles. Mais je voudrais aussi essayer d'élargir sur l'audace collective, si ça ne vous dérange pas. Très bien. Par rapport à la perception des autres, si on revient à Lazare, justement, c'est une forme de réponse face à la violence de la rue, face au regard subi, au regard de l'autre. Oui. Oui. Lazare, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement ordinaire. C'est des appartements, des colocations où on vit au quotidien en faisant les courses, le ménage, etc. Et en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens d'un soir où j'arrive après avoir passé une bonne petite soirée sympathique et j'ouvre la porte et je me retrouve avec un revolver sous le nez. Et alors je dis « Karim, qu'est-ce que tu fous ?» Et il ouvre la porte et dit « Elle est en plastique !» Alors on rigole beaucoup parce que le revolver est en plastique. Et le lendemain, il a bu et il ouvre et là, il prend le clou, il met un clou dans son revolver et il tire. Et le clou se plante dans le mur et il dit le prochain c'est pour toi ici dans le front et il retire il tire avec son revolver et le clou se plante vraiment quoi. Donc je retire, je lui donne le clou et je lui dis je pense qu'il faut que tu ailles te reposer. Et j'ai découvert qu'au travers de la confiance, c'est une forme de rempart de la violence et donc il est allé se reposer. Mais au travers de cette vie avec Karim, pendant 2 ans, avec Rabat, qui était très malade de l'alcool, cette vie tout à fait ordinaire m'a beaucoup changé. En fait, j'en ai parlé avec Jean Vanier. Jean Vanier m'a dit, tu vas voir, je ne sais pas si vous connaissez Jean Vanier, c'est le fondateur de la communauté de l'Arche. Il m'a dit, tu vas voir, tu penses que tu vas changer, mais tu ne vas pas changer, c'est les gens. En fait, pardon. Il me disait, tu penses que tu vas changer les autres et tu ne vas pas changer les autres, c'est toi qui vas changer. Et en fait, je me suis aperçu qu'en vivant avec des personnes pauvres, tout le monde change. Je change et la personne qui est en galère change. Et ça a été une expérience absolument incroyable de vivre avec ces gars. 40% de gens qui vivent chez nous retrouvent un travail dans les 2 ans. 85% retrouvent un logement. Et je suis émerveillé de voir des gens qui sont sur un bord de trottoir et qui peu à peu reprennent le goût à la vie et qui montent dans le bateau, qui petit à petit vont prendre soin d'eux, prendre soin des autres et puis redémarrer. Je pense à Michel par exemple, ses fringues, on ne pouvait pas voir la couleur de son manteau tellement il était crade. Il a une grosse lèvre comme ça et il est schizophrène. Et en vivant avec lui, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit donc. Et puis petit à petit, en fait, on lui a proposé de lui laver de prendre ses vêtements, de lui donner d'autres vêtements, de lui couper les cheveux et de vivre avec lui tout simplement. Et ça a été extraordinaire parce que ce gars-là, au début, vraiment la communication était difficile. Puis un jour, je lui dis, tu sais, Michel, t'es beau. Il dit, ah non. Je dis, Michel, est-ce que tu me crois ? Parce que, est-ce que je t'ai déjà menti ? Il me dit, non, tu m'as pas menti. Est-ce que tu me crois ? Oui. Eh ben, je voudrais dire que tu es beau, tu es beaucoup plus beau que ce que tu crois. Et il faut que tu prennes soin de toi, etc. Et on a appris à vivre ensemble avec tous ces gars. Et petit à petit, ils ont mené leur histoire, leur petit bout de chemin. Et c'est vraiment assez merveilleux de voir ces gars qui étaient vraiment au fond du trou, qui petit à petit redémarrent. Et puis quelquefois se recassent la figure. Peu importe, c'est leur histoire. Et c'est en fait, qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses ? On est dans une société où, à tous les coins de rue, il y a des personnes
qui sont en train de crever sur des trottoirs. Alors on peut faire autant de belles conférences qu'on veut, de beaux trucs un peu mondains et tout, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens qui sont en train de crever de faim et de froid, et surtout parfois de solitude. Et moi, je me dis, cette responsabilité, elle incombe évidemment collectivement, elle nous incombe collectivement, mais elle nous incombe aussi de manière personnelle. On se repose vachement sur les médias ou sur les pouvoirs publics plutôt, en disant l'État est payé, moi je paye ma CSG, je paye machin, etc. C'est pas mon job. Et en fait, toutes ces personnes, elles ont un point commun. Toutes ces personnes qui sont à la rue, elles n'ont plus de contact avec l'un des deux parents ou les deux parents depuis l'âge de 16 ans. Et donc, en fait, on comprend que le problème de ces gens qui sont à la rue, c'est la famille. La famille est détruite. Et quand est-ce qu'on va se battre en disant stop, on arrête de toucher à la famille? Quand est-ce qu'on va dire stop, on arrête de bouffer les allocations familiales, etc. Et moi, je dis, c'est ça de l'audace, c'est de se lever et dire stop, on arrête de bousiller la famille, on va prendre soin de la famille, on va encourager le mariage, on va buter des sites comme Gleden, qui sont vraiment vous connaissez ce site de rencontres extra-conjugales, quoi. Et on voit ça dans notre pays, la France. C'est un scandale. Et je pense que l'audace, c'est que chacun de nous, on se lève et qu'on dise non, je veux plus de ça. C'est ça l'audace. Et aujourd'hui, en fait, on est un peu comme anesthésiés, comme des petits moutons qui sont on ne peut pas faire grand-chose. Et en fait, il y a un moment, il faut qu'on se lève et qu'on dise stop, j'en veux plus, je ne veux pas ça. Il faut qu'on prenne soin de la famille, qu'on prenne soin des personnes fragiles, les plus pauvres, qu'on prenne soin. Pour moi, c'est ça la vraie audace. C'est de se dire comment est-ce qu'on va mettre le plus fragile au centre. La vitesse d'une armée, c'est d'avancer au rythme du plus lent. Et ben, je crois que notre société doit prendre soin des plus fragiles. On est dans une espèce de concurrence où il faut gagner toujours plus, être toujours plus parfait, une productivité toujours... Il y a une espèce de tyrannie de la perfection. Quand est-ce qu'on va prendre soin des personnes fragiles? Quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour les gens qui sont autour de nous? Moi, c'est vraiment le truc qui me tenaille. Et je me dis, voilà, c'est à chacun de nous de bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, collectivement voilà. Justement, vous dites on est dans une tyrannie de la perfection. Souvent, les figures qui sont aujourd'hui érigées en normes, c'est des sportifs, c'est des dirigeants d'entreprise qui amassent des millions. Qu'est-ce que ça dit de la société? Qu'est-ce que ça dit de nos valeurs? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont de plus en plus riches et d'autres qui sont de plus en plus pauvres. Et en fait, qu'il n'y a pas de pont entre les deux. Et je pense qu'être riche, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très très bien. Si j'ai travaillé dur et que j'ai accumulé une forme de richesse, c'est quelque chose de très positif. Mais comment on va faire le pont entre le riche et le pauvre? Comment on va permettre à ces gens de se rencontrer? Comment est-ce qu'on va... vous voyez, je me souviens d'une fois, le SAMU social qui fait un boulot remarquable s'arrête pour s'occuper d'une personne sur le bord du chemin, enfin, sous un abribus, et ils mettent des gants en plastique et ils font claquer les gants. Un peu comme si je disais, tiens, t'es vraiment tellement une merde que je vais prendre mon petit sac pour ramasser la merde. Alors je comprends, parce qu'il y a le problème de la gale qu'on fait, etc. Mais quand est-ce qu'on va prendre le courage à deux mains et toucher les personnes, leur dire, tu vois, je te reconnais, t'es quelqu'un d'important. Quand est-ce qu'on va un jour s'arrêter, etc. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Des gens de plus en plus riches, des footballeurs qui gagnent des millions. Le monde est un peu quand même déboussolé, quoi. Si on se disait, on prend soin des gens fragiles, mais en fait, vous savez, je pense que la révolution ne fait pas de bruit. Un arbre qui pousse dans une forêt ne fait pas de bruit. Le silence ne fait pas de bruit. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'on est en train petit à petit d'assister à une révolution silencieuse qui va qui est une lame de fond et qui va changer la société. Je pense que les gens en ont marre de courir après le pognon, après la performance. Et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui cherchent, par exemple, la question de la permaculture, qui cherchent, vous voyez, sur toutes ces questions de nouvelles cultures. Voilà, on voit que les gens cherchent la relation, à se rencontrer, etc. Et ça j'y crois.
Alors Arnaud, vous qui avez fondé Viti Rovers, justement, quand on crée son entreprise, on cherche autre chose qu'un salaire, qu'un travail. Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça et en quoi c'est une manière de se réaliser? Après ce qui vient d'être dit, et que je trouve très beau, je me sens une brute comme entrepreneur, puisque nous, notre enjeu, c'est la réussite. Nous, notre enjeu, c'est de recruter de plus en plus de gens. Notre enjeu, c'est de développer des produits de plus en plus beaux, qu'on vendra de mieux en mieux, de trouver de plus en plus de clients. Et c'est vrai que derrière ça, si ça peut paraître trivial au premier degré, il y a aussi beaucoup de bonheur à distribuer. C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes ces familles qui sont représentées par un salarié dans notre entreprise, moi derrière les salariés, je regarde le bonheur que nous distribuons finalement et les familles que nous faisons vivre. Donc au fond, dans la réussite, il y a aussi cet enjeu-là. Et notre enjeu à nous, entrepreneurs, c'est un peu l'inverse. C'est de nous mettre en avant, c'est de présenter l'histoire la plus belle possible, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est de se présenter sous le meilleur jour, de manière à avoir le plus de crédibilité possible. Et au fond, par rapport de la même manière à l'idée de l'audace collective, eh bien moi je crois beaucoup, bien entendu à l'audace collective, mais aussi à l'audace individuelle, beaucoup à l'audace individuelle et aux audaces qui peuvent se réaliser dans les différentes manières qui sont représentées ici autour de cette table. Vous êtes écrivain, un livre peut faire beaucoup de mal, mais peut faire aussi beaucoup de bonheur. Un livre peut permettre de donner des idées à des jeunes gens et de leur permettre de se réaliser. Donc au fond, moi comme entrepreneur, je vois mon enjeu comme une construction de vie qui finalement m'a amené d'entreprise en entreprise, de réussite en échec et en réussite nouvelle. Chaque réussite me permettant de démarrer une nouvelle entreprise. Quand on a un échec, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de redémarrer l'entreprise suivante. Ça prend plus de temps. Donc voilà, nous avons, nous, un enjeu de réussite qui peut paraître trivial, mais qui est absolument déterminant par rapport à ce que nous construisons au niveau micro et des influences et des incidences que ça peut avoir au niveau macro. Mais il me semble que ça ne s'oppose pas du tout. C'est-à-dire que Lazare, par exemple, c'est une forme de petite entreprise. Et on souhaite que ça se développe. Et en fait, je crois que l'entreprise est bonne en tant que telle. C'est-à-dire que c'est plusieurs hommes qui se mettent ensemble, enfin hommes et femmes qui se mettent ensemble dans le but de produire de la richesse et d'être co-créateurs. Je trouve que c'est super. C'est juste, en fait, quelquefois, il ne faut pas qu'on oublie, mais ce n'est pas par rapport à vous, mais d'une manière générale, il ne faut pas qu'on oublie de mettre la personne au centre. On le voit, il y a trop de... je suis frappé, j'ai plus la télé depuis des années, mais une fois, j'ai regardé avec ma femme une émission, et en fait, on essayait de mettre des couples en concurrence. Ils faisaient visiter leur maison, et ils devaient dézinguer les autres familles. Et en fait, ça crée une animosité et une haine entre ces gens-là. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que font les médias en faisant ça, quoi ? C'est vraiment pourri, quoi. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut une société où on fait grandir une espèce de bienveillance, etc. Mais je crois vraiment que c'est positif. Vous savez, il y a 1 an et demi, on s'est dit on va ouvrir une maison à la campagne avec les personnes de la rue. Et le problème, c'est que si les personnes ne font rien, eh ben, ils vont s'ennuyer. Et s'ils s'ennuient, on risque de les voir en train de sécher dans un grenier parce qu'ils seront pendus. Donc il faut qu'on leur fasse, on crée de l'activité. Et alors on s'est dit on va créer un jardin maraîcher. On a créé un jardin maraîcher et aujourd'hui on a 6 hommes qui travaillent dans ce jardin. Et c'est une petite entreprise avec toutes les difficultés de l'entreprise où on doit avoir une certaine productivité, etc. Mais c'est passionnant. Et les personnes fragiles sont... Et vous savez, on les voit... les gars, ils plantent leurs courgettes et petit à petit, ils se redressent avec la culture qui grandit. Et on voit les gars qui s'épanouissent, qui trouvent un sens à leur vie, etc. Et ça je trouve que c'est magnifique. Donc l'entreprise, c'est quelque chose je trouve d'audacieux. Moi, je me sens entrepreneur et ça m'éclate. Je trouve ça génial. Je peux vous raconter une petite histoire à propos de ça. Ce que je trouve très intéressant, mais c'est le hasard donc, qui ont fait que vous êtes là, entre finalement une forme associative. Quand je vous entends, j'entends surtout un discours de générosité, de charité chrétienne, etc., et tout à fait passionnant.
Et quand je vous entends, c'est le discours entrepreneurial, très classique, très, très normal. Et la concomitance des deux me rappelle une expérience dans l'action humanitaire. Il se trouve que dans une autre de mes vies, je suis un peu plus âgé que vous, je pense, j'ai été confronté à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG, etc. Avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, avec Bernard Kouchner, etc., avec Solidarité internationale et tout ce que l'on veut. À l'époque, il y avait votre discours. Et pour moi, cette histoire a duré pendant 20 ans. Il y avait votre discours, puis il y avait les entrepreneurs extérieurs. Et puis au bout de quelques années, un discours s'est introduit dans le discours de solidarité, qui est le discours entrepreneurial. Si on veut être plus efficace, il faut plus d'argent, plus d'organisation, plus de ceci. Bref, le modèle humanitaire doit être le modèle entrepreneurial. Ça s'est fait petit à petit, et il s'est passé deux choses très simples. Et après, on a parlé de charity business et tout ce que l'on veut. Il s'est passé deux choses assez simples. La première, c'est que l'efficacité de ces ONG qui grossissaient. Quand j'étais président de Solidarité internationale et que je l'ai quitté pour les raisons que je vais vous dire, il y avait des milliers d'employés dans le monde entier, à partir de 3 personnes au départ 20 ans plus tôt. Plus grande efficacité et en même temps une perte majeure, quasi absolue, sauf pour les intervenants de terrain, de l'idéal de départ. La concurrence entrepreneuriale entre les différentes ONG était terrifiante. L'argent dominait absolument tout. Les mailings, les fundraising, tout ce que l'on veut, la pub, les machins. Et quand il y avait sur les théâtres de besoins pas d'argent qui tombait, on n'y va pas. On attend que les grands bailleurs de fonds institutionnels, les Nations Unies, l'Europe, etc., mettent de l'argent là, on y va. Il n'y en a pas, on n'y va pas. Toutes ces dérives entrepreneuriales de l'action humanitaire, je les ai connues par cœur, on ne peut pas me raconter d'histoire. Jusqu'à ce que je m'en aille, épouvanté par la façon dont ça tournait. Aujourd'hui, je dirais la chose suivante, ces organisations méritent absolument d'exister, car sans elles, ce serait pire, mais il ne faut pas se leurrer sur l'aspect des dérives entrepreneuriales qu'il y a eu dans la solidarité. Les deux choses, vous savez, dans le but dont je parlais au départ, vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, avoir comme but principal, comme vous l'exprimez, la solidarité envers des gens, et en même temps, comme vous l'exprimez très bien, une entreprise, ça fait d'abord des bénéfices et du profit. Et on ne peut pas passer au-dessus de ça. Donc les doses d'entrepreneuriat dans les actions de générosité comme la vôtre, il doit y en avoir pour l'efficacité. Et puis à un certain moment, il faut avoir l'audace de dire on s'arrête à ce niveau-là, sinon nous allons devenir une entreprise comme les autres. Sauf que notre marché, ce sera l'humanitaire, ce sera les... etc. Voilà tout ce que je voulais dire, parce que, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et qu'il y a des dérives dont il faut se méfier, aussi bien sémantiques que dans l'action, et que pour l'avoir vécu d'expérience, et voyant ces deux confrontations, prenez garde de ne pas aller trop loin dans l'entrepreneuriat quand vous avez comme fonction il la me semble solidarité. qu'au Moyen-Âge, quand on voyait un pauvre, on prenait grand soin de lui, enfin en tout cas l'Église prenait grand soin de lui, et parce que dans l'Évangile c'est marqué ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et donc quand un pauvre arrivait dans le monastère, le père abbé lui lavait les pieds, etc., on l'accueillait, etc. Et puis petit à petit, au fil des années, ça s'est structuré. Il y a les sœurs qui sont occupées des aveugles, les frères qui sont occupés des écoles chrétiennes, etc. Et puis, petit à petit, les sœurs avec les hôpitaux et tout ça, ça s'est professionnalisé. Et on est passé peu à peu du vocationnel au professionnel. Puis, peu à peu, on est arrivé avec des usagers et des numéros. Et en fait, on comprend très bien qu'on a perdu quelque chose qui est le lien sacré de la personne, le lien qui fait que la personne est quelqu'un d'extrêmement... le lien sacré, quoi. Et il me semble que aujourd'hui, je suis effaré. Je suis allé visiter un centre pour des personnes de la rue. Donc vous arrivez à droite, il y a un vigile avec un chien.
À gauche, il y a une dame qui est sur une borne d'accueil avec son smartphone. Elle ne parle pas français, mais il faut créer de l'emploi. Donc, on l'a embauchée pour faire de l'accueil. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de personnes à accueillir. Et puis, vous avancez un peu plus. Et là, il y a une cantine. Et vous voyez que c'est la Sodexo qui gère la cantine. Et puis, vous avancez un peu plus loin et vous montez dans les étages. Et là, il y a une société encore qui s'occupe du ménage. Et donc, pour insérer des personnes de la rue, qu'est-ce que propose notre société aujourd'hui ? C'est on met que des personnes qui étaient à la rue entre elles, et puis on va les mettre dans des conditions où on leur retire leur capacité et leur liberté à être acteurs et entrepreneurs de leur vie. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir une assistante sociale qui sera sur place, un médecin qui sera sur place. On va leur dire, tu fais pas les courses, non, tu sais pas faire, tu fais pas le ménage, non, tu fais pas la cuisine. Et en fait, on leur retire tout ça et on les fout sous perf d'un RSA en disant, en gros, tu fermes ta gueule. Un peu comme ce qu'on voit dans certaines banlieues. On fout le RSA, mais par contre, les gars, on ne veut pas vous entendre, quoi. Et en fait, ce qu'il me semble, c'est qu'il faut réinventer la société en proposant quelque chose de beaucoup plus humain, en disant, nous, ce qu'on veut, c'est vivre une vie normale. Comment on veut ? C'est proposer que tu vives avec des gens normaux. Vous savez, un jour, on est arrivé sur l'île de la Cité pour développer 3 appartements. Et quand les gens ont su qu'on arrivait sur l'île de la Cité, il y a eu une espèce de levée de bouclier. Et les gens ont commencé à gueuler, les commerçants et tout. Et on leur a dit, attendez, il faut juste vous calmiez, parce que ça fait 6 mois qu'on est là et vous ne nous avez pas vus. Parce qu'en fait, petit à petit, en fait, quand il y a cette véritable mixité, fait que peu à peu, les gens redeviennent normaux parce qu'ils sont responsables, ils font eux-mêmes les courses, ils redémarrent dans la vie, etc. Je trouve que ça, c'est vraiment un challenge qu'on doit avoir, qui est une vraie mixité où on prend soin les uns des autres. Alors, on va prendre quelques questions, 2 ou 3 questions dans la salle qu'on a pu relever et on vous écoute, Paul-Édouard et Étienne. Pas beaucoup de questions pour l'instant, j'en ai une moi, personnelle. Comment vit-on aujourd'hui l'esprit d'aventure et la prise de risque ? Et comment concilie-t-on ça avec la vie de famille et la responsabilité en tant que parent ? Répétez votre question, s'il vous plaît. Pardon. Comment vit-on l'esprit d'aventure et la prise de risque avec la vie de famille et la responsabilité en tant que parent ? Comment peut-on prendre des risques aujourd'hui dans notre vie, sachant qu'on est parents à côté ? Je vous ai demandé de la répéter parce qu'il y a plusieurs questions, sous-questions dans votre question. La vie de famille, pour commencer, il faut tomber sur les... Je suis d'accord avec vous, la famille, c'est vraiment important. Mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Voilà. On est tous d'accord. Je suis jamais là ou presque. Mais quand je suis quand même là un maximum. Donc il faut tomber sur la femme qui l'accepte, qui le comprend, qui y participe et dont on va pouvoir prendre soin et que l'on va pouvoir aussi en partie entraîner dans, si ce n'est les risques, et j'y viens, tout du moins dans les buts pour lesquels on prend ces risques. J'ai cette chance formidable, extraordinaire, d'avoir la femme qu'il faut pour ça et d'avoir des enfants qui le comprennent. Et par rapport aux risques, la question est beaucoup plus complexe et difficile parce que oui, voilà, vous pouvez vous poser la question sans arrêt, jusqu'à quel point on peut prendre des risques, etc. Je suis très aidé là-dedans par le fait que je suis un héritier de la philosophie stoïcienne de l'Antiquité, qui considérait, je vais être très bref là-dessus, que la servitude commence avec la crainte de la mort et qu'on ne peut plus être audacieux à partir du moment où cette crainte, ce tabou d'aujourd'hui sur la mort, l'évacuation du sens du tragique ont disparu de chez nous et que par conséquent, votre question prend tout son sens à partir de là. Elle se posait beaucoup moins quand les gens savaient que la vie était tragique et l'acceptaient, et notre finitude était aussi considérée comme acceptable, et où la mort n'était pas un tabou. Que la mort soit devenue un tabou, que le sens du tragique ait disparu de nos sociétés sont 2 des plaies qui nous empêchent d'être vraiment audacieux. La vraie audace. Celle de la révolution, celle de tout ce que vous voulez. La vraie audace, avec des risques considérables où les gens jouent leur peau. Ça, c'est l'audace et le courage qui va derrière pour des buts importants. Donc, à titre personnel, étant imprégné de toute cette philosophie, et quand j'ai aimé les Kurdes il y a 5 ans,
c'était parce que je les trouvais imprégnés de la même chose, permettent de dire que le risque doit être évidemment pensé, accepté, contrôlé autant que faire se peut, et puis après, basta. Après, il y a cette idée, et Don Quichotte l'avait, que advienne que pourra, à partir du moment où on prend des risques pour des choses auxquelles on croit. Et moi, je suis intimement persuadé et totalement habité par cette idée, je parle plutôt des Kurdes parce que je vais encore passer plusieurs mois avec eux, mais sur plein d'autres choses, et en Afghanistan autrefois, pendant 12 ans, c'était comme ça, qu'à partir du moment, votre question est personnelle, donc je vais répondre personnellement, mais c'est valable pour n'importe quel individu, où faire une carrière ne vous intéresse absolument pas, que les idées que vous voulez défendre, ce que vous voulez porter, et je ne place rien de plus haut que la littérature dans l'activité personnelle autre que celle de l'aventure, et le mariage entre l'aventure et la littérature, c'est un truc extraordinaire. L'un nourrit l'autre en permanence, et qu'à partir de là, convaincu de ce à quoi l'on croit et de ce pourquoi l'on se bat, franchement, le risque devient quelque chose d'abord de commun, de très simple, de parfaitement acceptable, et qui n'est plus un obstacle quasiment intellectuel et philosophique pour agir. À partir du moment où on considère que dans notre société d'ultra-sécurité, mon ami Gérard Chaland disait qu'aujourd'hui, on empêcherait Christophe Colomb d'appareiller. Destination inconnue, retour improbable. Tu restes là, tu ne bouges plus. C'est comme ça. Le principe de précaution nous habite tous, et en tout cas nos institutions. Peuple effrayé, dirigé par des gens effrayés, j'y crois profondément, c'est ce que je constate. Et on doit avoir la lucidité de le dire pour changer tout ça. L'audace, c'est ça. Par conséquent, le risque qui fait partie de la nature humaine, quand les stoïciens considéraient qu'il fallait vivre chaque jour comme étant le dernier, parce que ça pouvait vraiment être le dernier, et que, et là on ne sera pas d'accord, peut-être le suicide stoïcien de Caton et de tous les autres était, quand j'estime que les choses de la vie pour lesquelles je me bats et auxquelles je crois n'en valent plus la peine, je tire mon chapeau, je fais ma révérence et je quitte la scène du théâtre. Ça me plaît beaucoup. Je n'ai pas l'intention de durer trop longtemps et de m'attarder. Franchement, c'est comme ça. Ça répond à votre question. Parce que si c'était pas comme ça, je ne prendrais pas de risque. Et j'ai rencontré dans ma vie des tas de gens, un peu partout dans le monde, depuis une quarantaine d'années, qui m'ont fait penser que je n'étais pas solitaire. Parce qu'ici, je me sens tout seul, trop tout seul. Mais j'en ai rencontré plein ailleurs. Et si je suis avec les Kurdes ou avec les Afghans, ou parfois avec les Pygmées, les Indiens, les Papous, tout ce que vous voulez, c'est parce que je trouve ailleurs ce que je ne trouve plus chez moi, dans la véritable audace de prendre les vrais risques. Quand on se bat pour des convictions profondes, en fait pour des causes plus grandes que vous, et qui justifient et nécessitent les prises de risques. Et à ce moment-là, pour mes enfants, pour finir avec la troisième sous-question que sous-tend votre question générale, je préfère personnellement, mais alors là c'est peut-être très égoïste, donner à mes enfants cet exemple-là plutôt qu'un exemple inverse. Et voilà. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Moi j'ai 6 enfants et une femme sur mesure. Je pense que pour être aventurier, audacieux, entrepreneur, il faut avoir effectivement une femme sur mesure qui soit capable d'assumer les moments de réussite de la même manière que les moments d'échec, qui soit capable en permanence de croire en vous et de contribuer à votre courage lorsqu'on en manque. Cependant, j'ai la conviction que vis-à-vis de mes enfants, l'exemple que je donne, finalement, de refuser l'irresponsabilité collective et de croire en la responsabilité individuelle et en la prise de risque individuelle, est un élément déterminant pour leur éducation. Vu de l'extérieur, les gens me disent « 6 enfants, vous devez être très riche ou fou furieux ». Je suis ni l'un ni l'autre. Simplement, c'est la vie finalement qui m'a donné cette famille et je suis très heureux de leur montrer ce que peut donner en termes de niveau de bonheur et de niveau d'engagement le fait d'être un audacieux de l'entreprise. Et pour finir avec la toute petite question du risque, et après rapidement. Très rapidement, il y a la capacité au risque et il y a le goût du risque. C'est deux choses très différentes. Et le goût du risque, franchement, le goût du risque et le risque en soi, l'inconnu, tout ça, c'est le sel de la vie. Voilà.
Juste, deux petites choses. Moi, j'ai une femme extraordinaire, elle s'appelle Raphaël, elle est extrêmement courageuse parce que je ne suis pas facile à vivre. Et en fait, nous sommes impliqués tous les deux dans cette aventure et même avec nos enfants. Et l'audace, c'est qu'on se dit, avoir des enfants au milieu de personnes fragiles, c'est quelque chose d'extrêmement audacieux. Vous voyez, par exemple, je vis dans une maison où il y a un gars qui a fait de la prison pour des raisons d'un peu de pédophilie, clairement. Et ben, je peux vous dire qu'on est évidemment audacieux, mais en même temps, on est extrêmement prudent. C'est-à-dire que nos enfants sont toujours avec nous et qu'on a fixé un certain nombre de règles pour qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que aussi, je voudrais rendre hommage à ma petite maman, qui a eu une audace incroyable. Ma petite maman nous a quittés il y a 1 an, tout juste 1 an. Et en fait, elle a eu une espèce de saloperie de cancer. Et elle est restée jusqu'au bout. Et elle a pris le temps de nous accompagner. Elle n'a pas tiré sa révérence. Elle a pris le temps de nous accompagner et de nous préparer à son départ. Et avec une douceur et une délicatesse incroyables. Et je voudrais vous dire à quel point ma mère a été audacieuse. Pourtant, c'est une femme qui n'a pas fait de bruit, qui a été discrète, qui s'est occupée de ses enfants, qui n'a pas fait de grande carrière, etc. Mais elle était toujours là, et même jusqu'à la fin. Et je pense que vivre la vie jusqu'au bout, c'est sans doute quelque chose d'extrêmement audacieux et de courageux, et qui peut faire grandir les gens autour de nous, et qui peut aussi avoir quelque chose d'extrêmement fécond, et que tirer sa référence, je trouve que parfois c'est très égoïste. Alors, on va lancer une petite vidéo pour revenir sur Lazare, qui va arriver dans quelques instants. Justement, on va essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur d'une maison. Chaque mois, on change de rôle. Par exemple, il y en a, ils nettoient la cuisine, d'autres, ils nettoient le salon. On a le courrier, les poubelles à sortir. Et du coup, on se partage ça, mais on change chaque mois pour pas que ça soit une routine toujours le même. Et moi, ce mois-ci, je suis au pain. Ce soir, on a des invités. Il faut leur trouver des belles chaises. Ensemble, c'est très basique, c'est prendre un petit déj ensemble le matin, c'est partir au boulot, c'est se retrouver, c'est partager des petits éléments du quotidien qui font que j'ai plus mon quotidien que pour moi, mais je partage mon temps. Partager des discussions, parfois ça peut paraître un peu évident, mais en fait dans la rue on n'a plus forcément ça, mais on n'assiste pas les gens. Chacun a sa vie. L'objectif, c'est pas de tomber dans la citana. Déjà, on n'y arriverait pas, vu le nombre de personnes qui vivent ici. Et ensuite, ça les aiderait pas à grandir, quoi, et à progresser. Étienne Villemain, on a pu le voir à travers cet extrait, vous redonnez de la vie, vous redonnez de l'épaisseur aussi aux relations humaines. Comment chacun des anciens sans-abri, des jeunes actifs, des jeunes professionnels s'implique dans la vie en communauté, et qu'est-ce que ça a changé pour l'ensemble des protagonistes? Alors, chacun, en fait, il y a une règle très simple qui tient en 5 points. Il n'y a pas d'alcool, de drogue. Chacun a un service. Chacun paye un loyer. Les personnes qui sont à la rue peuvent participer parce qu'ils ont le RSA et une aide pour le logement. Et les volontaires aussi payent, tout le monde paye. Donc chacun a un service, chacun paye un loyer. Un soir par semaine, on se retrouve autour d'un repas pour partager des choses de la vie simples et parfois douloureuses. Et puis, la violence est interdite. Voilà. Et en fait, en vivant ça, cette vie toute simple, le vendredi soir, par exemple, nous, on habite dans l'Oise et on invite tous les vendredis les gens qui veulent, et donc vous êtes tous invités vendredi prochain si vous voulez. Il faut juste prévenir parce que ça va faire beaucoup de monde. Mais et par exemple, on va chercher un petit papy qui est tout seul.
Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce petit grand-père, il serait sans doute dans sa petite maison de retraite tout seul, il est loin de sa famille. Et ben, tous les vendredis soirs, c'est des gars en galère qui disent il faut qu'on aille chercher Henri, etc. Et ça, je trouve ça très touchant. Comment ça se passe En fait, moi, ce que je trouve de merveilleux, c'est que quand on essaie de mettre de la bienveillance entre nous, et ben, petit à petit, on voit que les gars, entre eux, ont beaucoup de bienveillance. Il y en a un qui va être un peu limite financièrement, il va filer du tabac à l'autre, etc. Enfin, ils vont s'aider, ils vont s'épauler. Et en fait, la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire, c'est épais comme du papier à cigarette. C'est, à mon sens, et c'est peut-être une banalité ce que je vais dire, mais à mon sens, c'est l'amour qu'on met dans les petites choses. Et en fait, l'amour qu'on met dans les petites choses, c'est le matin, quand un coloc aura préparé la table pour les autres, ou alors quand il aura préparé un bon plat, ou il aura fait un coup de ménage. Personne ne l'aura vu, mais il aura pris soin de tout le monde et de chacun en particulier. Merci. Arnaud, quand on se lance pour créer son entreprise, est-ce que c'est une manière de refuser justement tous les freins, tous les cadres tangibles qui enferment, qui emprisonnent d'une certaine manière? C'est de se dire, bah voilà, je me libère de tout ça. J'ai l'impression en tout cas qu'un certain nombre de gens doivent le penser très fort, en se disant finalement il est entrepreneur, s'il avait du talent, il aurait un gros job chez Total ou chez Peugeot. Et je pense qu'effectivement il y a cette pensée, principalement dans certains pays comme la France, jusqu'à il y a un certain temps. Maintenant, les choses bougent dans ce sens-là. J'ai été entrepreneur en Californie, j'ai été frappé par la manière dont on admirait les entrepreneurs, et j'ai souvent été effondré par la manière dont en France, on les montrait du doigt comme justement des sortes d'aventuriers avec un tout petit A, et des gens qui, peut-être, aurait choisi ce destin professionnel par défaut. Ça n'est, pour moi, finalement, je n'ai pris conscience du fait d'être éventuellement audacieux que quand Mathilde m'a interviewé dans la saga des audacieux. Avant, simplement, j'avançais dans ma vie professionnelle, je tirais mon fil, je rencontrais des inventeurs géniaux que j'aidais à transformer une idée en entreprise. Et puis voilà, au fond, ça s'appelle l'audace, mais c'est ma vie professionnelle, très humblement. J'essaye d'avancer et ça se passe pas mal. Qui s'est fait, il y a eu des moments clés, des nœuds qui ont été liés avec la rencontre de personnes. Ça a permis d'avancer, de trouver de nouvelles voies, de nouvelles directions. Oui, je dis souvent à propos de la vie d'entrepreneur qu'au fond, la détermination est certainement beaucoup plus importante que l'intelligence, et que l'entrepreneur, c'est celui qui, avec son entreprise, aussi petite soit-elle, va tenir le coup jusqu'au moment où quelque chose va se produire. Vous savez, les physiciens parlent de mouvement brownien, une espèce d'espace dans lequel des molécules se baladent au hasard, et puis tout d'un coup, deux molécules se rencontrent, et ça crée une énergie folle. Au fond, la vie d'entrepreneur, c'est un peu ça. C'est ce mouvement brownien, c'est cette attente constructive, déterminée, travailleuse, jusqu'au moment où quelque chose va se passer. Et je peux vous donner un exemple. Donc je fabrique des robots autonomes qui sont destinés à remplacer en fait le glyphosate, le Roundup. Donc dans la vigne, dans l'arboriculture, mais aussi dans tout ce qui est grand espace enherbé, comme les fermes photovoltaïques, etc. Eh bien, peut-être est-ce qu'une coïncidence que ces deux molécules qui ont déterminé une énergie formidable s'est présentée quand la SNCF est venue me voir et m'a dit aujourd'hui, pour entretenir les 35 000 km de voies ferrées en France, eh bien, on a un wagon avec des wagons pleins de glyphosate et on balance du Roundup donc 2 fois par an. Et puis, nous voulons remplacer ça. Donc, si vos robots sont capables de le faire, eh ben, en avant. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons signé un contrat avec eux. Il aura fallu attendre 7 ans pour arriver au moment où peut-être cette coïncidence créative aura permis de continuer à avancer. En tout cas, c'est clair que c'est déterminant et que c'est donc cette rencontre, pour répondre à la question, qui aura créé cette folle énergie entrepreneuriale. Et une manière de s'autoriser aussi, de se dire c'est possible, je peux y aller
Voilà, et puis de tout d'un coup de se sentir renforcé dans sa conviction de départ, parce qu'évidemment on a des doutes permanents, et puis tout d'un coup il y a des gens de l'extérieur qui effectivement viennent vous dire que votre idée est la bonne et qu'on va essayer de l'appliquer sur donc ces 35 000 km des deux côtés, donc ça fait 70 000 km. Imaginez le nombre de robots qu'on va pouvoir mettre là-dessus, et c'est vrai que par rapport à la vigne, ce sont des enjeux quantitatifs extrêmement importants, internationaux, etc. Merci. Alors, vous êtes écrivain et aventurier. En quoi l'écriture a aiguisé votre regard? En quoi ça a aiguisé votre soif d'aventure aussi? Quels sont les liens Et réciproquement, mais oui. Je voulais terminer sur l'audace en vous disant ce que je n'ai pas voulu dire au départ, à titre personnel. C'est le mot d'audace, par rapport à moi, je ne me le suis jamais posé en réalité, et donc j'étais intéressé d'en parler parce qu'il fallait, en fonction de ce qui se disait, travailler là-dessus. Parce que, comme pour moi c'est un mot neutre, et que ce qui importe c'est le but éventuel de cette audace, pour moi il n'y a pas le mot audace dedans, parce que les buts en question, qui justifieraient peut-être pour vous de dire « Ah, c'est audacieux », pour moi pas du tout. Parce que c'est une sorte de déterminisme quasiment, de pente naturelle qui me pousse vers ça, sans me poser même la question de savoir est-ce que c'est audacieux, courageux ou pas. C'est pas très important pour moi. Ce qui importe vraiment, vraiment essentiellement, c'est le but derrière et de savoir si on en a ou si on n'en a pas, de savoir si c'est un but personnel ou un but collectif, de savoir s'il est plus grand que vous ou s'il est aussi grand que vous et pas plus. Voilà, c'est ça. Après, l'audace, c'est pas très important. Pour répondre à votre question, j'ai toujours été intimement persuadé, depuis l'âge de 12 ou 13 ans, quand j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire exactement, écrire des livres et vivre des aventures, et pas forcément écrire des livres sur des aventures d'ailleurs. Il m'est apparu que, et c'est pour ça que j'admire les écrivains qui mélangent les deux, les Hemingway, les Romain Gary et tout ça, parce que si on place dans l'activité intellectuelle, personnelle que l'on a, rien de plus haut que la littérature, l'aventure devient, dans son acception générale. Tout à l'heure, on me demandait les voyages, je vous ai dit, moi, les voyages, ça ne m'intéresse pas en soi, l'aventure, ça m'intéresse et on la trouve partout, ou pas, mais elle ne nécessite pas forcément un déplacement géographique. Il m'est apparu que l'aventure était aussi un outil extraordinaire en soi, de découverte du monde, et qu'elle était une possibilité de pouvoir répondre aux 3 questions qui, moi, m'intéressent, et qui sont les suivantes. Le monde, comment ça marche? Les autres, c'est qui? Et la vie, c'est quoi? Et à mes yeux, pour y répondre, l'outil neutre, lui aussi très neutre, de l'aventure, est une formidable clé dans la serrure de ces 3 questions. Et quand on essaye d'y répondre sans jamais avoir les réponses ni quoi que ce soit au final, c'est une quête permanente. Alors cette nourriture, cette recherche et ce que l'on trouve, plus ou moins ou pas, c'est à mes yeux une matière littéraire formidable parce qu'elle est extraite réellement du monde réel et elle peut transfigurer dans les fictions, dans les romans, dans les nouvelles, dans la poésie et le reste. Alors que les récits, ils sont bordés à gauche et à droite d'une réalité que vous avez vécue et vous ne devez pas déborder. Donc pour moi, c'est intimement lié. Écriture et aventure, les liens sont consubstantiels entre eux. Si j'étais complet ou bref, je ne sais pas. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'on a des feuilles qui ont été remplies avec... Ah, devant... Monsieur devant. Voilà, n'hésitez pas. Il transparaissait dans vos propos, certains de vos propos, qu'en France, les mentalités avaient changé, la culture avait changé par rapport à la prise de risque, que ce soit en matière d'aventure, d'entrepreneuriat ou d'action associative. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez sur l'évolution des mentalités là-dessus en France ces dernières années? Pour ce qui me concerne, en tout cas dans le domaine de l'entreprise, aujourd'hui, on se rapproche de l'entrepreneur héros, alors qu'avant, on était vraiment des entrepreneurs parias.
c'est-à-dire des parias de la vie professionnelle qui, comme je le disais tout à l'heure, avaient plutôt choisi ce destin professionnel par défaut. Donc aujourd'hui, il y a un environnement, et quelles que soient les générations, d'ailleurs c'est frappant, y compris chez les politiques. Demain, la BPI organise une énorme journée dans laquelle 30 000 entrepreneurs vont se retrouver pour comprendre l'écosystème, pour savoir où trouver l'argent, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, puisque souvent ce sont des teams d'entrepreneurs qui créent les plus belles entreprises. Et ça, c'est effectivement une idée neuve. Tous les outils sont aujourd'hui là, effectivement, en France, pour développer cette audace entrepreneuriale qui n'était pas de bon ton il y a quelques années, et je vous le dis, avec mon âge avancé. Et ma multiple expérience, puisqu'encore une fois, je n'ai fait que créer des entreprises et que j'ai commencé à 30 ans, et j'en ai un petit peu plus aujourd'hui. Alors, pour essayer d'être un peu taquin, après ce qui vient d'être dit, il a tout à fait raison. Et c'est notre grand problème, en réalité. Aujourd'hui, le tout économique domine. C'est comme ça, de plus en plus. Tout est vu sous le prisme économique. Tous les problèmes, sans exception. Et l'humain disparaît. J'ai beaucoup travaillé sur le décalage qu'il y a, et je ne suis pas le seul, entre le progrès humain et le progrès économique et le progrès technologique qui va avec. Parce que les deux sont fondamentalement liés. On constate que les progrès humains sur cette planète piétinent. Qui ne le voit, vous, avec par exemple, dans notre société, les écarts d'inégalité qui se creusent, et il a tout à fait raison. On ne peut pas développer, on n'a pas le temps. Ça piétine, les progrès économiques, et dans la mondialisation heureuse, progresse à une allure fulgurante en parallèle des progrès technologiques exponentiels, et on ne sait pas du tout où ça va nous mener. La grande question aujourd'hui, la seule qui compte, c'est de savoir ce que l'homme deviendra demain. Et je considère que l'économie d'aujourd'hui participe des grandes attaques contre l'humanisme issu des Lumières et qui nous a forgés et qui nous a fait tel qu'on est. La société de surveillance généralisée qui s'installe aussi au profit de l'économie. C'est un peu trop long, pardon, sinon on a pour un petit moment. La seule question qui nous intéresse, quand on regarde le développement de l'économie, la perte de pouvoir du politique. Vous savez, la vraie question qui nous intéresse, qui devrait être posée, c'est dans quelle société voulons-nous que nos enfants vivent dans 20 ou 30 ou 40 ans? Est-ce qu'il y en a un seul qui peut dire « je sais comment elle va être » ? Personne. Il y a 50, 60 ans, un siècle, on pouvait à peu près déterminer, car la politique, il y avait encore un primat du politique sur l'économie. L'économie était service d'idées politiques, de visions politiques, d'ailleurs parfois à tort et à travers. Mais en tout cas, si la politique est bien la maîtrise de notre destin, il faut considérer aujourd'hui que le patron de Google est peut-être plus puissant que M. Macron. Et ça, dans ce qui va nous arriver demain, dans la capacité citoyenne, individuelle, collective, démocratique, de décider dans quelle société on veut vivre, ça disparaît de nos mains, c'est comme du sable qui coule entre nos doigts. Et nous le devons aux entrepreneurs innombrables qui ont décidé que la seule chose importante, finalement, c'était l'entreprise économique, que tout le reste devait céder. Si vous saviez, quand vous étudiez réellement les choses, à quel point le politique en France se soumet aux diktats économiques pour non pas décider dans quelle société nous vivrons, mais simplement sur ce que deviendront les entreprises, sur leur marge bénéficiaire, sur leurs profits, etc., nous sommes dans un vrai problème là-dessus. Alors je pense qu'à titre individuel, évidemment, il a raison, il s'amuse, il fait ses trucs, il est libre, etc. C'est très bien. Mais il ne faut pas penser que comme ça. Il faut simplement penser de savoir si, dans l'existence humaine, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a un certain temps, ce qui dominait, c'était la maîtrise du destin, plus ou moins réussie, mais en tout cas cette volonté de maîtriser son destin à travers le politique, tel qu'Aristote l'avait aussi pensé et les autres, et l'économie est au service de ces idées-là et non pas l'inverse. D'avoir perdu du fait du primat de l'économie, avec tout ce qui va avec, l'héroïsation des entrepreneurs, d'avoir fait perdre aux citoyens, devenus des consommateurs, devenus de plus en plus des consommateurs à cause de tout ça. C'est un vide aussi. Comment ? Ces entrepreneurs qui prennent le devant de la scène, oui. Ils remplissent un vide. Finalement, on n'a plus de figure normative. Alors, vous avez formellement raison sur un point. Comment ont-ils pris le pouvoir ? Comment l'économie est-elle devenue supérieure aux politiques ? Eh bien oui, elles remplissent des vides.
Voilà. Donc, je veux juste dire ça pour être un peu taquin et pas être tout à fait d'accord avec ce que j'entends, sinon c'est trop facile, ça serait dommage. Mais je pense que la question fondamentale, c'est celle-ci. C'est pas se dire d'admirer là aussi des choses neutres, une entreprise, bon, c'est à quoi elle sert, au-delà de l'aspect matériel qu'elle va apporter. Est-ce que nous devons choisir d'être dans une société qui produit des hommes libres, c'est-à-dire pensant et agissant par eux-mêmes? Est-ce que ça, c'est pas un but de société plutôt que des hommes qui vivent confortablement et consommant autant qu'ils le désirent? C'est une vraie question. La Fontaine l'avait déjà imaginée, dite dans la fable du chien et du loup, sans parler de la Boétie et de son traité de la servitude volontaire. Tout ça, nous devons le relire, sinon nous allons rentrer dans une société tout à fait orwellienne, de la termitière avec ses termites heureux, et ça, c'est la vraie question. Et les entreprises, le pouvoir politique devrait se poser cette seule question à l'aune de la question qui vaut: quel type d'homme nous voulons demain? Est-ce que nous voulons rester nous-mêmes, etc. Alors c'est une question épineuse. La moitié des gens, les 3/4 des gens ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent si l'économie fonctionne en France, le reste finalement est secondaire. Voilà. Autrefois on disait du pain et des jeux et puis tout ira bien. Étienne Villemain, ouais. une réation? Et il me semble qu'il faut qu'on soit positif, parce qu'autrement vous allez vous flinguer en sortant de ce Pas du tout. Pas du tout, il faut être lucide. En fait, il me semble qu'il y a plein de petites initiatives incroyables qui sont en train de sortir, d'émerger doucement. Je pense par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Espérance banlieue. Je vois par exemple, bon évidemment, j'ai un nez dans le guidon avec l'APA et Lazare, mais je vois plein de petites initiatives de gens, entourage, etc. Et même bien au-delà de la dimension sociale, je vois qu'il y a plein de petites initiatives qui sont en train de naître et qui sont porteurs d'une espérance incroyable. Je crois aussi qu'on est dans une société qui est extrêmement volatile, avec le pouvoir qui change en permanence, qui va à droite, puis à gauche, puis à droite, etc. Et que effectivement, les gens sont un peu paumés. Mais en fait, je pense qu'il faut rester sur les fondamentaux, c'est-à-dire, je suis casse-pied, mais je crois que si on prend soin de la famille, on prend soin de l'homme, on cultive la terre, on essaie de garder tous ces fondamentaux, peu à peu. Il peut y avoir de l'agitation, du brouhaha. Il faut tracer son sillon, faire ce qu'on doit faire, notre vocation, essayer d'y répondre le mieux possible, essayer de développer une société positive, bienveillante. Et je suis persuadé que le brouhaha, à un moment, va se taire, et que c'est Václav Havel qui parle de ça. Il dit il y a des petits îlots de vérité dans la vie, et tous ces petits îlots de vérité dans la vie qui sont par exemple ce que je disais, Espérance banlieue, Vita pour ceux qui connaissent, etc. Tout ça, ça crée il y a des filaments qui se créent entre ces petites initiatives, et il y a une espèce de force qui se crée et qui peu à peu irrigue une société parallèle qui est en train de crever, qui est la société qu'on voit, la société économique qui me semble assez malade. Merci beaucoup Étienne. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Vient le temps maintenant de la conclusion par Frédéric Tiberghien qui va venir. Voilà. Alors je dois dire que grâce à E4, j'ai maintenant quelques éléments de réponse à 5 questions que chacun d'entre nous ne manque pas de se poser sur l'aventure et l'audace. Donc, première question, d'où vient ce besoin d'aventure? Alors, j'ai retenu des débats qu'elle avait bien sûr une composante individuelle et psychologique qui correspond au désir qui est chez chacun de se réaliser, de s'épanouir en fonction de ses talents, de ses aptitudes, de ses goûts et de son énergie, car chacun a évidemment une grande dose d'énergie individuelle. Et c'est aussi, je crois, faire écho à la soif qui est en nous d'infini, d'absolu, de dépasser les limites, les contraintes qui enserrent nos vies. Et c'est aussi, je crois, assumer en face le risque de la mort. Et pour faire écho à ce qu'a dit Patrice Franceschi, qui se réfère aux stoïciens, un grand physicien a également dit ceci: la vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort, et c'est évidemment Einstein qui est l'auteur de ces propos.
Alors, le goût de l'aventure a aussi une composante sociale et culturelle qui a été très bien rappelée à travers l'évocation de Christophe Colomb. En effet, depuis la Renaissance, au moins en Occident, les sociétés souhaitent faire l'inventaire des ressources de la terre, repousser les limites de nos sociétés et partir à la découverte du monde pour l'inventorier. Alors on pense bien sûr à 1492, mais aussi à la conquête de l'Ouest, à la colonisation, à toutes ces étapes qui ont fait reculer les frontières de notre monde. Et dans le fond, comme cela a été dit, c'est l'idéal du XVIIIe siècle qui s'est accompli à travers ces aventures, se découvrir soi-même en découvrant le monde. Mais les grandes figures de cette époque, nous en avons évoqué en filigrane, les grands voyageurs, les explorateurs, les grands scientifiques, les écrivains, les grands artistes, les ethnologues, les intellectuels. Donc tout ça était des images très positives des héros qui nous ont fait vibrer. Mais comme l'a dit Paul Valéry en 1931, dans une phrase qui est reprise sur la façade du Trocadéro, le temps du monde fini commence. Et donc nous sommes rentrés dans un monde fini, d'où cette deuxième question, quelle nouvelle forme d'aventure à l'époque d'un monde fini ? Alors bien sûr, continuent les grandes aventures du passé. On n'a pas fini de découvrir le monde. Je pense évidemment à la conquête spatiale. Je pense aussi à tous les grands exploits sportifs. Et on n'a jamais vu autant de défis individuels et de soucis de la performance. Le Tour du monde à la voile en solitaire illustre bien ces défis relevés par les grands sportifs. Mais je dois dire que les grandes aventures contemporaines sont d'un autre ordre que celles que j'ai mentionnées. Il y a d'abord les aventures intérieures. Déjà, Hergé disait cela, les grandes aventures sont intérieures. Et il est vrai que la découverte de l'inconscient, du rêve, mais aussi l'usage des drogues par les grands créateurs du XIXe siècle, et je pense notamment au paradis artificiel de Baudelaire, ont fait découvrir que l'aventure est aussi une découverte de soi, de l'autre soi. Et Gérard Houry, qui est un grand acteur, dit bien cela, l'aventure, je le sais maintenant, c'est mon imaginaire. Et je crois que cela a été très bien dit à travers le rôle de la littérature. La littérature est aussi un moyen de rentrer dans l'imaginaire et de s'aventurer dans cet espace imaginaire qui est également au fond de nous. Deuxième grande forme d'aventure contemporaine, et ça a été le cœur de la discussion de ce soir, c'est l'émergence de l'entrepreneur comme nouveau héros des temps modernes. Alors, dans une société matérialiste dominée par l'économie et la technique, c'est lui qui incarne cette capacité de faire passer le rêve dans la réalité. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui cette figure a tendance à obscurcir toutes les autres. Et je cite là aussi un auteur, Bernard Maître, qui dit ceci, « La création d'entreprises est probablement l'une des formes les plus élevées des dernières grandes aventures modernes. » Mais ce point est contesté. Et je crois que nous avons raison d'y résister pour tous les motifs qui ont été énoncés, parce que l'entrepreneur capitaliste, et notamment son rôle, est largement contesté dans notre société. Et on voit émerger parallèlement à lui, et il était fort bien représenté ce soir par Étienne Villemain, la figure de l'entrepreneur social, qui ne met plus le profit et la réussite matérielle au premier plan, mais qui justement essaie de lutter contre cette dérive de l'entreprise et de mettre l'humain au centre et de lui donner comme finalité première de resituer des relations humaines au cœur de la vie sociale. Et puis il y a une troisième forme d'aventure sur laquelle on n'insistera jamais assez, qu'on trouve particulièrement chez les jeunes, c'est de concevoir sa vie
comme une somme de projets individuels, mais aussi collectifs. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les formations. Vivre sa vie, c'est accumuler une suite de projets et conduire une suite de projets. Donc voilà ces nouvelles formes d'aventure. Alors du coup, je me pose, et vous vous posez aussi sûrement avec moi, une troisième question. Pourquoi subsiste-t-il dans notre société post-industrielle des nouveaux besoins d'aventure? Alors, je crois tout d'abord que nous vivons tous des vies extrêmement banalisées, standardisées, normées, confortables, routinières, et que ceci provoque aussi un besoin de sortir du cadre. Et je cite Thornton Wilder qui dit ça très bien: c'est lorsque vous avez chaussé vos pantoufles que vous rêvez d'aventure. En pleine aventure, vous avez la nostalgie de vos pantoufles. Et je crois que ceci illustre bien aussi cette motivation très profonde qui nous anime et qui est en particulier celle de la jeunesse. Et donc, l'esprit d'aventure, c'est sortir de ce conforme, des normes, de la routine, et c'est une tendance irrépressible. Deuxième raison, et qui a également été très bien dite ce soir, c'est l'hypertrophie du moi. Et nous vivons tous pétris d'angoisse, de peur de l'autre. Et ça a été remarquablement dit par Étienne Villemain, nos sociétés se caractérisent par la recherche de l'entre-soi, parce que nous avons peur de l'autre, qui est dangereux, qui est menaçant. Et donc, je rejoins ici ce que j'ai dit sur la figure de l'entrepreneur social, pour qui l'aventure, c'est moi et les autres, et non pas l'entre-soi. Et je crois que vous avez donné ce soir une très belle illustration des raisons pour lesquelles on a besoin d'aventure. Il faut bien rétablir des relations ordinaires et normales entre soi et les autres. Troisième raison pour lesquelles je crois que nous avons toujours besoin d'aventure, ça a été aussi très bien dit, sont apparus ce qu'on pourrait appeler des enjeux cosmopolitiques qui concernent l'avenir de l'humanité tout entière. Il y a donc des nouveaux aventuriers, notamment du développement durable, qui, dans un monde aux ressources limitées, nous invitent à avoir un comportement plus sobre, et qui nous invite à tenir compte des limites de notre monde, puisqu'on l'a inventorié entièrement, et de se réintéresser aux grands enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux de pauvreté, les enjeux de santé publique, les enjeux de paix et de sécurité. Donc ceci nous ouvre un troisième et nouveau continent qui est soi avec les autres dans l'action collective. Et je crois que ça a été aussi remarquablement illustré dans notre débat. L'aventure n'est pas qu'une aventure individuelle, elle est aussi d'abord une aventure collective si l'on veut sauver notre monde qui est en grand danger. Alors, ayant dit cela, quatrième question, y a-t-il des recettes pour devenir audacieux et se lancer dans l'aventure ? Alors, j'ai retenu qu'il fallait cultiver l'audace, et nous avons eu aussi ce soir une très longue démonstration sur ce qu'est l'audace. C'est un alliage de résolution ferme et de prise de risque en fonction des situations et des circonstances. Donc, c'est un mélange de volonté et de capacité d'analyse. Avoir de l'audace, c'est aussi parfois, et ça a été très bien dit par Étienne Villemain, savoir dire oui à la vie, à la volonté de Dieu, répondre aux grands problèmes de notre temps, donc relever des défis qui paraissent parfois impossibles. C'est aussi avoir la capacité de surmonter ses échecs, apprendre par l'échec, en conservant, comme l'a dit Arnaud de la Fauchardière, la certitude qu'on aura les moyens de les surmonter. C'est aussi garder sa capacité d'indignation, et ça a aussi été très bien dit par Étienne Villemain, avoir le courage de se lever, de s'indigner, comme le disait Stéphane Hessel dans un excellent ouvrage il y a quelques années, avec cette conviction qu'en se levant à plusieurs, on aura une influence sur le monde,
et que donc il faut ne pas hésiter à se lever, car il n'y a pas de monopole de l'audace, selon la belle formule qui a été employée. Alors, ayant dit ça, j'arrive à la dernière question, mais est-ce que l'audace ou l'esprit d'aventure est possible dans notre vie quotidienne ? Et là aussi, j'ai envie de faire un écho aux stoïciens et à quelqu'un qui a repris leur état d'esprit, qui est Jacques Brel, que je citerai. L'aventure, c'est le trésor qu'on découvre chaque matin. L'aventure, c'est ouvrir de nouvelles portes, la bouche fermée et les yeux grands ouverts. Barbara Kingsolver. Donc voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et je voudrais, pour terminer en cette fin de soirée, parce que nous allons tous aller nous coucher, évoquer une dernière forme d'aventure avec cette très belle formule de Baudelaire dans Les Paradis artificiels en 1860. Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a quelque chose de positivement miraculeux. C'est un miracle dont la ponctualité a émoussé le mystère. Et donc, je vous souhaite aussi ce soir de renouer avec cette aventure de tous les soirs, ponctuellement. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là, en vous donnant rendez-vous le 23 janvier 2018 à 20h30 ici, où nous traiterons d'un thème futuriste, le vertige des big data. En attendant, n'hésitez pas à consulter le nouveau site repèresetperspectives.com. Vous y trouverez dès demain l'enregistrement de cette soirée et quelques échos sur les échanges de ce soir. Bon rêve et bon sommeil.